Il est 20 h dans tout le Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20 h. Dans l'actualité, un acte pour une meilleure place du cajou béninois sur l'échiquier agricole mondial. La filière cajou a désormais son interprofession. Elle est mise en place à travers une assemblée générale constitutive. Le mois du consommant local, on y est toujours. Ce soir, on vous propose de le faire autrement. Il n'y a pas que les produits pour révéler l'Afrique. Les prénoms aussi peuvent le faire. Certains acteurs sociaux s'accordent même à le dire. On le découvre dans le dossier du jour. Et puis en interactualité, nous nous rendons ce soir dans divers pays, entre autres au Kenya, où 600 policiers supplémentaires seront déployés en Haïti. Mais avant tout ceci, dans sa marche pour la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, l'équipe nationale de football masculine des Guépards du Bénin vient de gagner une marche. Elle se conforte dans sa position de deuxième du groupe D. Elle bat cet après-midi les Amavubi du Rwanda par un score de 3-0. Steve Mounier, Andrea Runtonji et Imouran Hassan sont les buteurs du jour. Comment réussir à garantir des conditions de vie décentes aux professionnels des médias dans de véritables entreprises de presse au Bénin? Le gouvernement s'y active avec la réforme des médias, parallèlement le haut-commissaire à la prévention de la corruption en fait un chantier de lutte. Ce matin, Jacques Migan s'est rendu au cabinet du président de la RAC. Pour lui, les conditions de vie et de travail des professionnels des médias doivent être améliorées. C'est une question de dignité. Il s'est confié à Alexandra Diotan à sa sortie d'audience. Comment peut-on parler de liberté de la presse quand on sait que les acteurs ne sont pas indépendants? Quand les acteurs, c'est-à-dire les journalistes que vous constituez, les techniciens, ne vivent pas dans de très bonnes conditions de vie, de bonnes conditions de travail. Et je ne vous apprends rien. Lorsque vous n'avez pas les conditions qu'il faut pour travailler, nécessairement, il y a la dignité qui se perd. Et ça conduit vers la corruption. Lorsque vous créez les bonnes conditions aux gens, vous commencez déjà à les prévenir contre tout ce qui peut être ou effacer, je dirais, leur dignité. Au niveau du Haut-Commissariat, nous allons accompagner la HAC pour qu'un travail se fasse dans ce sens, pour que les responsables de presse honorent leur engagement, fassent monde de responsables envers leurs collaborateurs qui constituent les salariés. Donc voilà ce que nous avions échangé et nous avions, à travers une contribution que nous allons accorder à la HAC pour que cela puisse se faire, il y aura des manuels qui seront faits. Il y a des réformes qui vont se réaliser à la HAC et je peux vous dire que le Haut-Commissariat apportera sa contribution dans ces réformes, en tout cas en ce qui nous concerne. De l'amélioration à venir pour les filières soja et pisciculture au Bénin avec le projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. C'est l'un des projets phares financés par l'AFD, l'Agence française de développement dans le domaine de l'agriculture. Quels sont les impacts de ce projet mis en œuvre dans le secteur agricole au Bénin? Une délégation du bureau Cotonou de l'AFD a organisé du 8 au 9 octobre dernier une visite de terrain pour y répondre. Le point avec Ariane Da Silva et Jules Akweiko. Séance de dégustation au siège de la coopérative Agbara Oluwa à Dassazoumé. La délégation de l'Agence française de développement découvre la panoplie de produits issus de la transformation du cajou. C'est depuis 2008 que nous sommes dans la transformation. De 2008 à 2024, l'entreprise de 17 membres fixes et 8 occasionnels a pu booster ses activités grâce à l'accompagnement du projet d'appui au développement agricole dans les collines PADAC financé par l'Agence française de développement. Grâce à ce projet, nous sommes reconnus dans la sous-région. En 2018, nous avons eu les équipements de transformation. En 2022, nous avons obtenu
la construction de ce joyau où on se retrouve à l'instant. Avant, on transformait 350 kg. Actuellement, nous sommes à 2 tonnes le jour. 2 tonnes le jour nous donne 4000 bouteilles de jus. L'unité est à 300 fois. Pour cette campagne-ci, nous avons produit 62 715, autour de 18 millions de francs CFA, alors qu'au démarrage, on était autour de 1,6 million. À quelques kilomètres de Dassazoumé, à Savalo, l'AFD, en accord avec le gouvernement, finance le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières. Nous essayons de mettre en place des pratiques agroécologiques que nous pouvons proposer aux producteurs milieux paysans pour les aider à avoir un meilleur rendement. Nous avons des collections de plantes améliorantes. Nous avons 10 espèces de plantes améliorantes ici, mais nous avons déjà envoyé 5 en milieu paysan. Nous avons aussi le dispositif en bande qui nous permet en fait d'insérer les plantes améliorantes là, dans le système de culture. Et donc dans ce cadre-là, le projet veille à ce qu'il y ait un développement durable au niveau des écosystèmes et veille en même temps à la restauration des sols, à l'équilibre entre la production agricole et l'écosystème. Un autre projet appuyé par l'AFD est mis en œuvre au Bénin. Il s'agit du projet d'appui au développement d'investissements agricoles productifs. À Savalou, le projet a permis à des promoteurs agricoles d'améliorer de manière durable leur productivité et leurs revenus. Nous sommes passés de 2 millions à 14 millions. Avant, on ne travaillait qu'en saison pluvieuse. Et maintenant, nous travaillons en plein temps. Nous faisons les 2 saisons. Dans le cadre de ce projet, la ville de Savalou a pu bénéficier d'une boucherie moderne. Depuis 2014, le groupe AFD a engagé plus de 400 milliards de francs CFA au Bénin, essentiellement dans les secteurs de l'éducation secondaire et de la formation professionnelle, de l'énergie, de l'agriculture, du développement urbain et patrimonial et de l'appui au secteur privé. La deuxième filière d'exportation au Bénin, c'est la filière anacarde, troisième pilier de l'économie nationale. Elle représente 8% des recettes d'exportation avec une contribution de 3% au PIB et 7% au PNB agricole. De quoi révéler son importance et justifier les réformes qu'elle connaît pour plus de performances. Tenez d'ailleurs au nombre de ces réformes, une nouvelle interprofession de la filière cajou qui existe désormais. Elle est créée au cours d'une assemblée générale constitutive. Alain Sochoumain, Brice Chibozo. Quand vous ne faites pas les ventes groupées, les gens vont toujours voler votre cajou et ils vont toujours vendre en pleine tranquillité. Réorganiser les acteurs de la filière cajou en interprofession. Telle est l'une des missions assignées à la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Cette mission a abouti à la tenue ce jeudi 10 octobre 2024 à l'Assemblée générale constitutive de l'interprofession cajou. Toutes mes félicitations à l'équipe des élus et des cadres de la FENAPAV, entendu Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, et du CNTC, Conseil national des transformateurs de cajou, qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'organisation de la présente AG soit une réussite. Malgré les difficultés et les incohérences qui ont jalonné le passé de cette filière, vous avez été combatif et engagé. Que votre bravoure serve d'exemple aux générations montantes et aux membres des différents organes qui gouverneront l'IFA rénové en renaissance. Aujourd'hui, cette interprofession, avec l'accord cadre qui sera alloué aux 2 familles, permettra d'avoir des subventions et gérer nos fonctions critiques qui nous permettront de sortir nos produits en qualité et en quantité pour les vendre aux transformateurs. Et à l'extérieur, on pourra vendre le label béninois qui est un cajou de qualité. Tout ça là commence de la base. Et comme il y aura des moyens, un accompagnement du gouvernement, je pense qu'on pourra s'en sortir cette fois-ci, sinon naviguer à vue. Le cajou béninois, qui est le deuxième produit en termes de valeur après le coton, se trouve désormais au cœur des préoccupations du gouvernement.
L'eau est là, de l'eau potable désormais disponible pour les écoles à cantines reculées de la commune de Bembereke dans la cité historique aux 1001 mystères. Au moins 8 mètres cubes du liquide vital coulent désormais de 3 postes d'eau autonomes construits sur budget national pour le compte de la phase 2 du projet eau potable pour écoles à cantines, en abrégé PEPEC. Ce projet est conduit par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. François Insou, Blaise Adankpo. L'eau, ce n'est pas de plaisir, ce n'est pas un luxe. Eau potable, besoin fondamental désormais assouvi en qualité et en quantité dans les écoles primaires publiques de Gorobani, de Gbian et de Kabanou. Pour ces établissements de Bembereke, l'eau n'est plus un casse-tête pour préparer les repas à cantine, ni à aucun moment pour les écoliers de passer à table. Avec l'arrivée de l'eau là, les enfants ne tombent plus malades comme avant, les maux de ventre et puis les pieds d'athlète aussi. Préparer, avoir l'eau de boisson, même si c'était des difficultés. Mais aujourd'hui, présentement, avec l'arrivée de cette pompe, on ne fera que dire merci. Merci au gouvernement du président Patrice Talon. Il a bien fait. Sinon, que vous allez constater, même avec l'arrivée de la pompe, la cantine, l'eau dans le village, tout le monde est à l'aise et content. Quand les enfants ont soif, ils boivent de l'eau potable. Et en classe, le travail marche bien. Les enfants travaillent correctement parce qu'il y a de l'eau potable maintenant. Et chaque fois qu'ils ont soif, ils sortent et ils prennent de l'eau. Ça, vraiment, c'est une joie pour notre école. Selon le contrat noué avec l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEPMR, le poste d'eau autonome doit être géré par l'opérateur régional sélectionné du nom Tomilaye. C'est lui qui doit faire parvenir à la mairie les relevés de consommation des écoles. La gestion n'est pas facile. On a fait beaucoup d'expériences avec les villageois en leur remettant les ouvrages, mais d'ici là, vous ne voyez pas, quand les pannes surviennent, on ne sait plus comment, à quel sein se vouer, comment faire les réparations, comment rendre l'eau permanente. Donc moi je suis d'accord, entièrement d'accord avec ces gestionnaires qu'on a choisis et nous prions aussi que les gestionnaires fassent le travail. Nous serons là, en permanence, nous allons suivre. Avec la phase 2 du projet eau potable pour école à cantine PEPEC, un pas est franchi par le gouvernement pour l'accès universel des populations à l'eau potable. Ça y est, c'est la rentrée à l'université d'Abomey-Calavi. L'année académique 2024-2025 est officiellement lancée depuis mercredi dernier avec une cérémonie solennelle tenue au sein de l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. L'UAC place cette année académique sous le sceau du service à la communauté et une politique de protection institutionnelle de l'université d'Abomey-Calavi a même été présentée. Les précisions avec Jennifer Sachivi et Ernest Tetegou. Prêt pour une nouvelle rentrée académique. Après un repos mérité, c'est l'heure de reprendre les cours à l'université d'Abomey-Calavi. Occasion de dresser le bilan des années précédentes et rappeler certains défis. Merci pour la voie construite aujourd'hui qui en rajoute à la beauté de notre temple du savoir. Au plan académique, il est grand temps que nous réfléchissions sincèrement sur la mise en œuvre du système LMD chez nous. Bien que vous soyez à la fin de votre mandat, nous osons toujours espérer que quelque chose pourrait être fait pour soulager les peines du personnel administratif, technique et de service de l'UAC face à toutes les difficultés auxquelles il fait face et dont la liste est trop longue à énumérer. Cette reprise intervient dans un contexte marqué par la fin du cycle de 3 ans de la gouvernance universitaire arrimée aux réformes en vigueur au Bénin. Et pourtant, cela n'émousse pas les ardeurs du collège rectoral. Nous allons continuer maintenant de chercher les solutions à ces différents problèmes que vous avez évoqués et que nous connaissons. En tant qu'institution dédiée à la formation de haut niveau, à la recherche scientifique de qualité, l'université d'Abomey-Calavi nous engage à briser les défiances et les barrières mentales. Voilà pourquoi nous avons choisi pour la leçon inaugurale de cette rentrée académique 2024-2025 le sujet suivant, intelligence artificielle générative dans le système éducatif, opportunités et défis pour le Bénin. Un thème qui vise à démontrer en quoi l'intelligence artificielle peut être une boussole pour un secteur éducatif à l'ère du temps.
On est le 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille. La vision des filles pour l'avenir, c'est le thème de cette année. L'objectif est de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Tenez d'ailleurs, la ministre des Affaires sociales est désormais au courant des difficultés des apprenantes du lycée des jeunes filles de Ouidah et celles-ci ont désormais une bonne vision pour leur vie après une séance de sensibilisation tenue en présence de nos reporters Heureuse d'Anandé, Simon Vignan. Moi, je n'ai pas encore un garçon dans mon cœur. Ces filles ont toutes une vision commune pour leur avenir. Il faut s'accrocher aux matières scientifiques et aussi qu'il faut éviter les garçons pour avoir un avenir meilleur. On doit se concentrer pour l'étude, pour devenir quelque chose, une fille leader demain. En tant que fille, chaque chose a son temps. Laissez les garçons de côté travailler. Chaque chose se fait en son temps. Ces phrases, telles des slogans, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance les a scandées au lycée des jeunes filles de Ouidah. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. La sexualité est une question de responsabilité. Quand on n'est pas prêt à supporter des conséquences, il ne faut pas aller dans ce sens. Il faut attendre d'être prêt parce qu'il y a un temps pour chaque chose. On vous demande d'être excellente. Vous allez encore avoir le temps de faire des vies de couple. Concentrez-vous, restez focalisés sur vos objectifs pour que la thématique de cette journée, ça vous marque vraiment. Votre vision pour l'avenir. Mais c'est la discipline dans votre comportement, la discipline dans votre apprentissage, dans ce que vous recherchez à l'école. Quand vous quittez l'école, ça ne doit pas s'arrêter là. Votre choix est heureux, car certaines de nos filles ont besoin d'une voix telle la vôtre pour changer finalement de comportement. La Journée internationale de la fille, 11 octobre, attire l'attention sur la nécessité de relever les défis auxquels les filles sont confrontées et de promouvoir l'autonomisation de ces filles et la réalisation de leurs droits fondamentaux. Au lycée des jeunes filles de Ouidah, l'objectif est atteint avec la participation et le témoignage de ces femmes scientifiques. L'avenir de demain se prépare aujourd'hui. Il faut embrasser les métiers dits masculins, aimer les matières scientifiques à l'école. Et un mal qui n'atteint pas que les jeunes filles, mais aussi le sexe masculin, c'est la drépanocytose. Depuis ce 9 octobre, les malades ont de quoi se réjouir. Le Palais des Congrès de Cotonou abrite le 19e Congrès international sur la drépanocytose, un événement qui se tient pour la première fois en dehors de la France et qui va aider à une amélioration de la prise en charge médicale des malades. Au lancement de ce congrès d'envergure mondiale, Alain Sochoumain et Edmond Humba. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui touche de nombreuses familles dans le monde. Comment trouver les moyens de prise en charge des patients et assurer le dépistage de cette maladie? L'association de RIS, comme on dit, c'est l'ironie du sort. J'avais le projet de travailler, de faire des recherches sur la drépanocytose et j'avais créé un projet associatif et voilà que quelques années après, j'ai su que j'ai été touché de près par la maladie de ma fille. Nous travaillons toujours dans ce sens avec les chercheurs, la recherche pour de nouveaux médicaments et aussi la recherche clinique qui nous aide à développer de nouveaux médicaments contre cette maladie. La drépanocytose n'affecte pas que le malade. Toute la famille est touchée et par ricochet, toute la société. Il est donc important d'unir les forces. On voit les efforts du ministère de la Santé, mais ce que nous voulons, c'est l'implication de toutes les parties prenantes. À tous les niveaux, la drépanocytose impacte nos sociétés. Elle impacte nos enfants, elle impacte nos adultes. Donc si ensemble nous travaillons et nous luttons, nous savons que véritablement les lignes peuvent bouger. Pourquoi un enfant qui est né à Karimama, à Tchoumi, à Kaoubago, ou peut-être pas loin d'ici, à Ouédou, avec sur le lac, n'aurait pas la chance d'avoir accès aux soins lorsqu'il a une crise vaso-occlusive. Le tremplin pour cela sera la mise en œuvre de la stratégie PEN+, de l'OMS qui vise à renforcer les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge tant en communauté, au niveau des soins de santé primaires, ainsi qu'au niveau des hôpitaux de première référence. Ces initiatives témoignent de notre volonté de renforcer les capacités locales et de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne pour que désormais, plus que jamais,
la flamme soit entretenue pour faire reculer la drépanocytose dans notre pays. Ce 19e congrès international sur la drépanocytose est organisé par l'association Doris de lutte contre la drépanocytose avec le soutien de la fondation Claudine Talon. Construisons un cadre de vie durable. C'est le thème choisi pour l'édition 2024 du Forum international du cadre de vie FIC, un forum organisé par le ministère du cadre de vie en charge du développement durable. Il a officiellement été lancé ce vendredi sous la houlette du ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. Cette rencontre internationale est à sa 2e édition et vise à promouvoir un avenir urbain, durable et épanouissant. Le compte rendu avec Renaud Akagbo. Des lambris dorés, dans un décor de prestige pour célébrer l'habitat. Tout est réuni sous le dôme du Sofitel pour marquer d'un saut solennel la 2e édition du Forum international du cadre de vie. Rendez-vous annuel des experts et autres professionnels du secteur. Cet événement se veut être une référence en matière d'architecture, d'urbanisme, de logement et de toute autre thématique liée aux espaces et à leurs aménagements. Comme vous le savez, la qualité de vie et la durabilité environnementale sont au cœur des préoccupations contemporaines. C'est pourquoi le Forum international du cadre de vie se veut une plateforme dynamique pour échanger des idées et des bonnes pratiques, promouvoir des politiques et des actions durables et renforcer les partenariats publics-privés. Cette cérémonie de lancement marque le point de départ de plusieurs jours d'échanges, d'innovation et de découverte autour de l'habitat et de l'urbanisme. Au Bénin, nous sommes mobilisés depuis avril 2016 pour bâtir un cadre de vie décent pour chaque Béninois où qu'il se trouve. La transformation qualitative rapide de notre cadre de vie surprend non seulement les Béninois, mais surtout nos visiteurs. Le projet asphaltage va permettre d'aménager plus de 450 km de voirie urbaine assainie. Une opération d'aménagement urbain d'ampleur jamais atteinte en Afrique subsaharienne. Pour la première fois, et certainement dans notre sous-région, un programme de construction de plus de 10 000 logements économiques et sociaux est en cours de réalisation à Rouedo, à Abomey-Calavi, mais aussi à Parakou, à Porto Novo, à Alada et à Ouida, et la commercialisation va démarrer de façon imminente. 35 marchés urbains et régionaux, la cité ministérielle, la protection de la totalité de notre côte maritime contre l'érosion, autant de projets qui ont intégré de façon responsable les questions environnementales et d'adaptation au changement climatique. Pour le ministre d'État en charge du développement, des idées novatrices et des initiatives durables convergent pour façonner le cadre de vie de demain. Et le gouvernement s'y emploie avec méthode et détermination. À cette étape, nous pouvons affirmer que le pari est gagné et que cette grande rencontre annuelle qui célèbre le cadre de vie est désormais actée. C'est à Cotonou, c'est à Ouida, c'est à Porto Novo, c'est à Parakou, c'est à Natitengu. Partout où vous allez aujourd'hui, les populations peuvent en témoigner. La construction des logements, des marchés, des cités administratives, des hôpitaux, des stades et bien sûr des écoles et des centres de santé. Pour sa 2e édition, ce forum international étraîne plusieurs temps forts comme la table ronde, les conférences débats, les stands d'exposition et la nuit de l'habitat, un dîner de gala dédié à la célébration de l'excellence et de l'innovation dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme. À l'instant donc, un récit de Marcel Arrossi et des images capturées par Mathieu Sokenou. Tenez, cette rencontre que constitue le Forum international du cadre de vie offre à ses visiteurs la possibilité de trouver en un seul lieu des offres complètes et de qualité dans tous les secteurs de l'habitat, de l'architecture et de l'urbanisme. Ce Forum international voit défiler depuis son lancement une belle brochette d'experts et d'acteurs des BTP. Quelques-uns se prononcent ici sur les grands enjeux liés à cette rencontre. Ils sont au micro de Renaud Akakpo et Mathieu Sokenou. Le forum sur le cadre de vie est essentiel puisqu'il s'agit de notre cadre de vie. Comment devons-nous faire pour que l'urbanisation porte les promesses? La ville durable et inclusive, c'est un projet sociétal qui est éminemment culturel.
Nous n'avons pas besoin de villes qui soient des clones d'autres villes. Nous avons besoin de nous inspirer de qui nous sommes pour que la ville soit durable et inclusive. Très intéressant pour le secteur, notamment parce qu'il permet de réfléchir autour de sujets extrêmement sensibles liés à l'amélioration du cadre de vie de nos populations au Bénin, en Afrique et ailleurs, de mettre en lumière des projets qui sont exécutés, des recherches qui sont en cours, que ce soit dans le cadre de la mobilité urbaine, dans le cadre de la gestion des déchets, également dans le cadre de l'utilisation de matériaux locaux. Donc à travers sa tâche, comme le ministre l'a précisé, nous travaillons pour le cadre de vie, pour que les populations aient des meilleurs cas de vie. Et nous sommes dans le Bénin pour travailler, directement faire les routes et faire les canalisations. Ça permet de pouvoir participer directement ou indirectement au cas de vie. C'est ce pourquoi nous sommes là. Donc à travers tous ces travaux que nous avons fait au niveau des routes, pour pouvoir permettre de juguler le problème de bouchons sur les voies de Calavi et tout autre. Donc à travers tous ces travaux que nous faisons au niveau des porteurs, nous pouvons participer humblement au cas de vie, à l'amélioration du cas de vie au niveau du Bénin. Et si on consommait local par les prénoms? Je vous le disais en titre, il n'y a pas que les produits pour révéler l'Afrique. Les prénoms aussi peuvent y contribuer. Certains acteurs sociaux s'accordent même à le dire. Dans cette deuxième partie du dossier sur les prénoms en ce mois du consommant local, Patrick Diosso nous parle de l'Afrique révélée par les prénoms africains. Suivons plutôt. Moi, par exemple, mon prénom endogène, c'est Nongbede. Je donne le mien, Doudedji. Journalistes, elles sont. L'une est promotrice des panégyriques. Il y a forcément un lien entre les panégyriques claniques et les prénoms endogènes. Le prénom endogène retrace l'histoire de la naissance d'un enfant. Les panégyriques claniques, eux, retracent l'histoire d'une lignée, l'histoire d'un clan, l'histoire de toute une famille. Celui qui déclame le panégyrique clanique de sa lignée donnera forcément un nom qui est lié à ce clan-là. Donc, L'autre est écrivaine, poétesse, romancière. Mon roman, c'est Beignon Mon, en langue faux du Bénin. J'ai choisi de donner aux personnages du roman d'abord des prénoms endogènes qui établissent leur destinée et ce qui concourt à une certaine réalité de notre pays. Et donc, à travers ce roman, je voudrais faire connaître mon pays, la culture, la civilisation de mon pays. C'est pour ça que tous les personnages portent des prénoms endogènes. Des prénoms autochtones de personnages africains dans une œuvre livresque africaine. Face aux prénoms allochtones de personnages non africains d'œuvres cinématographiques en vogue. Nous avons tout le vent qui nous vient de l'Occident avec les patronymes des stars, tout le vent qui nous vient des telenovelas avec l'envie d'attribuer à son enfant le nom de telle star de cinéma, de telle star de novelas. Et puis après, le facteur explicatif des religions étrangères. Au-delà de ces vents, au-delà de ces influences, au-delà de ces envies de paraître, ne pas donner un nom significatif, un nom porteur, un nom qui relie l'individu à sa terre. À un individu, c'est le couper de ses racines, c'est le livrer à des perturbations dans sa personnalité. Des personnes et personnalités coupées de leurs origines. On en retrouve avec des prénoms originaux, si elles n'ont pas de prénoms originels. Les Noirs américains ont commencé et ils continuent à déposer leur nom d'esclaves pour porter des noms africains. Le plus célèbre parmi eux, c'est Malcolm X. Il s'appelait Malcolm Little. Et quand il a compris que c'était un nom d'esclave, il a choisi X. X comme en mathématiques avec une valeur inconnue. D'autres sur le plan international aujourd'hui qui sont dans le mouvement panafricaniste, systématiquement ils changent leur nom pour prendre des noms africains. Lorsque vous prenez toutes les autres communautés asiatiques, américaines, lorsque vous entendez leurs noms, vous les identifiez en même temps. Sans risque de se tromper ou de se tremper dans l'erreur, on sait qu'un Abdoulaye Ndiaye est du Sénégal ou de la Gambie et qu'une Afia Via Kakpo
est du Togo ou du Bénin. Place à présent au tour de l'actualité hors de nos frontières avec notre guide ce soir, Heureuse Danandé. Le Kenya promet le déploiement de 600 policiers supplémentaires en Haïti. Le président William Ruto assure qu'ils seront déployés pour une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. J'ai le plaisir d'annoncer que 600 policiers kenyans supplémentaires achèvent leur formation de pré-déploiement et seront prêts à prendre leurs fonctions le mois prochain, dit-il lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre intérimaire haïtien Gary Conille en visite au Kenya. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.